C'est un fléau qui touche malheureusement de nombreuses disciplines sportives. Le dopage s'est répandu au fil des années. Pour le contrer, d'importants moyens sont mis en place à Monaco. C'est en 2003 que le comité monégasque antidopage a vu le jour. Depuis cette date, il est devenu l'un des acteurs majeurs de la promotion des valeurs essentielles du sport. Mais comment poursuivre ses missions en pleine crise sanitaire? C'est la question que nous avons posée au président du comité. Bonsoir Philippe Oringo. Bonsoir, Émilie Rousseau. On pourrait se dire qu'avec l'absence de compétition, le comité monégasque antidopage est moins actif et pourtant, vous poursuivez vos missions, hein. Oui, absolument, puisque nous avons plusieurs missions, non seulement celle de rechercher et d'établir l'effet de dopage, mais aussi d'agir en matière de formation et de prévention. Il est vrai que la pandémie nous a beaucoup impacté en ce qui concerne les contrôles antidopage eux-mêmes, puisque l'absence ou la réduction importante du nombre des compétitions ne nous permet plus véritablement de faire des contrôles en compétition. Mais comme vous le savez sans doute, le comité est aussi compétent pour pratiquer des recherches en dehors de toute compétition, et cette partie-là de l'activité est entièrement maintenue avec des protocoles sanitaires adaptés naturellement pour éviter la propagation du virus. Alors, qui testez-vous en principauté? Ce sont principalement des athlètes de haut niveau qui sont basés à Monaco, c'est ça? Effectivement, le comité a compétence sur l'ensemble des sportifs qui sont installés à Monaco, soit qu'ils soient monégasques, soit qu'ils soient résidents, mais aussi sur ceux qui sont de passage à un titre ou à un autre en principauté. Alors, comment ça marche? Ce sont des contrôles aléatoires? Il existe deux types de contrôles, soit des contrôles que nous effectuons de notre propre initiative, qui sont donc des contrôles nécessairement inopinés, et puis des contrôles que nous exerçons à la demande soit des fédérations, soit des associations, soit des clubs, le cas échéant. Et cela concerne tous les sports, y compris les sports professionnels. Vous l'avez dit, ce sont toujours des contrôles inopinés que vous réalisez. Mais comment savoir si le sportif est bien chez lui? Et s'il est absent, qu'est-ce qui se passe? On a évidemment un moyen de le savoir dans la mesure où tous les athlètes qui sont membres du groupe cible, c'est-à-dire de notre groupe prioritaire de contrôle, est assujetti à une obligation de localisation par un logiciel informatique qui s'appelle ADAMS, dans lequel il renseigne pour tous les jours de l'année l'endroit où il est. Si il est là, les choses se passent bien, naturellement. En revanche, S'il n'est si pas le là? sportif n'est pas là, alors à ce moment-là, il y a une procédure qui se met en route pour déterminer s'il s'agit d'un contrôle raté ou d'un contrôle manqué. Et Et à du ce coup, moment-là, il risque une suspension dans ces cas-là? il peut risquer une suspension si il y a, dans une période de 12 mois, 3 contrôles manqués. Alors à ce moment-là, il est effectivement passible d'une suspension qui, en fonction des circonstances, a un minimum de 2 ans et un maximum de 4 ans. Philippe Oringon, on parle actuellement des sportifs actifs, mais vous avez également un rôle de prévention auprès des plus jeunes, hein. Nous intervenons à la fois lors des séances d'éducation physique et sportive, en liaison d'ailleurs avec des cours sur les sciences de la vie de la Terre. Et le plus grand enseignement d'ailleurs à retirer de nos interventions dans les écoles est le fait que les enfants, quel que soit leur âge, y compris dans des classes de cinquième, sont parfaitement au courant des problèmes de dopage, posent des questions extrêmement pertinentes, ce qui nous a beaucoup surpris, et sont intéressés. Ils ne nous voient pas nécessairement comme un méchant croque-mitaine. Notre priorité n'est pas la répression, mais bien évidemment l'information, la formation, la prévention, l'assistance. Voilà, pour rappeler justement les différents aspects de cette lutte antidopage que sont l'égalité, la santé publique, mais également le côté éthique, hein. La grande priorité, c'est la santé publique, n'est-ce pas? Puisque
malheureusement, les pratiques de dopage, comme la consommation de compléments alimentaires, sont de plus en plus répandues et touchent la totalité des tranches d'âge. Et tous les sports, ce qui est assez surprenant. Et nous avons parfois eu la surprise de découvrir que dans des sports où l'on ne s'attendait pas véritablement à ce que les pratiquants se laissent aller à des excès et en tout cas à des choses illicites, c'était le cas. Voilà. Un esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup Philippe Oringo d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous et bonne soirée.